Bonsoir à tous, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. On se retrouve aujourd'hui pour un livre qui a été écrit par François Kersaudy. François Kersaudy qui est historien, spécialiste du Troisième Reich et qui va retracer la véritable histoire de Félix Kersten. Alors qui est Félix Kersten? D'abord un petit mot, juste le livre est publié chez Fayard et s'appelle La liste de Kersten, injuste parmi les démons. Alors bien entendu, tout le monde a entendu parler d'Oskar Schindler grâce à Spielberg, qui avait sauvé 1 millier de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais, bizarrement, on ne connaît pas beaucoup les exploits de Félix Kersten. Juste maintenant, ça commence à sortir de plus en plus. Il y a ce livre-là. À l'époque, il y avait déjà le livre de Joseph Kessel qui s'intitulait Les mains du miracle, qui racontait justement l'histoire de ce médecin attitré, ce médecin thérapeute. Ce n'est pas un médecin, c'est un thérapeute. C'est un médecin thérapeute et qui attitré de Himmler, qui va donc s'occuper de Félix Kersten, qui va devenir vraiment son, je vais pas dire son gourou, mais la personne qui va le soigner, qui va vraiment le guérir de ses troubles de maux de ventre, je pense, et d'abdominaux. Enfin, c'est quelqu'un qui va l'aider énormément. Alors, il va l'aider, il y a une relation qui va s'intégrer, qui va s'instaurer entre les deux. Et cette relation, eh bien, au lieu d'être payé, Félix Kersten, avec le temps, ne voudra pas être payé par Himmler, mais voudra sauver des vies. Et ce sera sa façon d'être payé par Himmler. Et donc, il faudra sauver des vies, pas seulement des Juifs, il sauvera des gens de toute nationalité. Et c'est vrai que on connaît très peu de Kersten, parce que pourtant, il y a un mémorandum du Congrès juif mondial qui établissait dès 1947 que Félix Kersten avait sauvé en Allemagne 100 000 personnes de diverses nationalités, dont environ 60 000 juifs au péril de sa propre vie. Et donc, à travers l'histoire qu'à l'époque déjà Joseph Kessel rendait compte, il retraçait donc l'exploit du thérapeute Himmler qui se faisait rémunérer, comme je le disais, en libération de juifs et de résistants. Et la seule chose, c'est que le livre, à la différence de celui de Kersten, est un véritable livre constitué d'archives, de notes, de mémoires, de journaux. Enfin, c'est très très bien documenté. Ça ne se lit pas comme un roman parce que il n'y a pas de place pour le pathos. Ce sont vraiment des faits qui sont racontés. Mais comme le disait Yves, on peut le lire comme une histoire, un roman policier. Moi, je l'ai lu comme un roman policier. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. C'est un livre tout à fait étonnant, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. Nous allons y revenir. Kersten a les mains du miracle, comme l'écrit Kessel, et avec ses mains, il fait effectivement des miracles. Quant à Himmler, qui est tout de même le numéro 3 du régime, petit à petit, il commence à avoir un tel besoin de la présence de Kersten qu'il le retire de toutes ses autres activités pour en faire son médecin personnel. Et comme le dit Anouk, la rémunération de Kersten se fera en être vivant. Il dit au tout début, lorsqu'il voit Himmler, il lui dit: je sais que vous avez très peu d'argent, donc je ne vous demanderai pas d'argent. Oui, parce que Himmler, contrairement aux autres, était moins corrompu. Ou pas corrompu du tout. Exactement, il vivait de façon assez austère. Alors, il faut savoir que Kersten est un véritable grand humaniste et il a pris des risques énormes. Alors, quand il a rencontré Himmler, il était déjà lui-même assez connu. Il avait déjà une clientèle assez importante. Il avait d'abord repris la clientèle de son thérapeute, enfin, de celui qui l'a initié finalement à la médecine orientale, donc aux médecines tibétaines et chinoises. C'était un certain Monsieur Ko qui avait des clients assez prestigieux, comme par exemple un industriel, l'industriel Bosch, ou un autre industriel important. Donc, Kersten a repris son cabinet, a repris les clients, enfin patients du Dr Ko, et lui-même a développé, il a soigné la famille royale, je pense, des Pays-Bas, la famille royale, je pense, de Roumanie aussi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a une patientèle
pour utiliser un mot juste. Il a une patientèle internationale. On va utiliser un mot un peu saplé, mais on dirait que c'est du beau linge. Il a des cours royales, il a des dignitaires des pays d'Europe de l'Ouest. Alors quand il va donc étoffer sa clientèle, il va donc rencontrer à un certain moment Himmler. Pourquoi ? Parce que justement ses clients, ses patients allemands lui demandent de rencontrer Himmler, et au départ, quand il va dans le quartier général de Himmler, il a très peur parce qu'il ne sait pas s'il va en ressortir. Il le dit lui-même. Beaucoup de gens qui rentrent dans cet immeuble n'en sortent plus. Donc il est assez paniqué. Himmler est le chef suprême de toute la police, de la SS d'une part, et de la Gestapo d'autre part. Et un de ses adjoints est Heydrich. Alors, donc, il va rencontrer Himmler, mais très très vite, il va vouloir garder face à Himmler une certaine forme, il va poser ses conditions, c'est-à-dire qu'il va dire à Himmler, ok, je veux bien travailler pour vous, après qu'il ait fait un test en le traitant pendant 2 semaines pour voir si ça marchait, il lui dit, écoutez, je veux bien, mais il y a des choses que vous devez suivre, c'est que d'abord, je veux que vous soyez traité comme n'importe qui d'autre, c'est-à-dire que je ne ferai pas de différence entre vous et les autres. Puis il lui dit, à la différence des autres patients qui doivent, eux, venir chez moi, c'est moi qui viendrai chez vous. Et la troisième chose, je ne veux rien avoir à faire avec les SS, je veux être libre de mes mouvements, car je suis avant tout finlandais. Et donc, il y a une relation singulière qui va se mettre en place entre les deux. Et si, au début, Hitler a véritablement le pouvoir sur Kersten, petit à petit, les choses vont changer. Parce que Kersten va, comme on l'appelle, et d'ailleurs Himmler l'appelait comme ça, il l'appelait mon Bouddha magique, ses doigts, il explique même que sa peau a une façon de traiter l'autre peau, il y a quelque chose de presque magique. Et donc, Himmler, à chaque moment d'accalmie, va se relâcher petit à petit et va recommencer à lui raconter des choses qu'il n'est pas supposé raconter à quelqu'un d'autre que ceux qui font partie de son cercle. J'ai rien à ajouter à ça, mais je voudrais dire, moi, que ce qui m'a le plus intéressé dans cet ouvrage, c'est le portrait qui est fait du régime lui-même. D'abord, le personnage même de Himmler, dont on se rend compte au fil des pages qu'il est incroyablement influençable. Oui. Il est véritablement entre les mains de Kersten. Et ça, c'est une première chose. On imagine ce que ça aurait donné si Kersten était un salopard de la même eau que Himmler. Il se trouve que c'est un très grand humaniste et il va sauver beaucoup plus de gens. 100 000 personnes, c'est ce qu'estime le Congrès juif mondial en 47, mais il semblerait, dont 60 000 juifs, mais il semblerait qu'il en a sauvé en réalité beaucoup plus que cela. Ce qui moi me touche, entre autres choses, c'est que tout cela, tous ces gens qui sont libérés, ils ne savent pas à qui ils doivent leur libération, et jamais Kersten ne va venir dire « mais vous me devez quelque chose ». Il va y engloutir sa fortune personnelle pour sauver des gens parce qu'il est fondamentalement anti-nazi. Donc, l'une des choses qui m'a frappé, c'est à quel point Himmler est influençable. Et la deuxième chose, parce que ça, je ne le savais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, il raconte le Reich, les hiérarques du Reich de l'intérieur. Et alors que nous avons en général une vision plutôt homogène de cette bande de salopards, là on se rend compte en
voyant de l'intérieur que ce sont des rats qui se bouffent les uns les autres avec des ambitions absolument démesurées et que certes ils sont soumis d'une certaine manière à Hitler, mais pas totalement, parce que de toute manière Himmler va lui désobéir. Oui, c'est très vrai ce que dit Yves, parce que déjà on remarque que même si Himmler appréciait énormément, je vais dire celui qui était juste en dessous de lui, Heinrich se méfiait terriblement de la relation entre Himmler et Kersten. Il a essayé souvent d'interférer, exactement. Et puis il y a à un certain moment une chose, à partir de plus ou moins, je pense, 43, alors que Himmler a déjà commencé à sauver, c'est-à-dire Kersten a sauvé des gens par l'intermédiaire de Himmler, mais pas encore des Juifs à ce moment-là, parce qu'au départ, Himmler lui a dit « Ah non, des Juifs, je ne sauverai jamais », ce qui, par le temps, va changer. Alors c'est très intéressant la façon psychologique avec laquelle jouait Kersten sur Himmler, parce que comme le dit Yves, Himmler était un homme très influençable, mais qui n'était non plus pas tout à fait en accord avec Hitler, qui a été souvent vu de l'intérieur, et ça moi je ne le savais pas, comme quelqu'un de... En fait, il était très solitaire, Hitler, parce que jusqu'au bout, c'est lui qui n'a pas voulu voir la défaite, n'a pas voulu accepter la défaite à l'Est non plus, était un très mauvais stratège, puisque quand les Allemands se sont retrouvés en Russie, beaucoup sont morts de froid, et c'est pour ça que la bataille de Stalingrad, voilà, ils l'ont perdue. Et donc, mais Hitler, aveuglé par sa haine, aveuglé par ce sentiment de recherche de puissance absolue, s'enfonçait quelque part dans une forme de solitude dans laquelle des gens comme Himmler ne le suivaient plus tout à fait. Et Kersten en a joué avec, c'est-à-dire que il a essayé, par exemple, un certain moment, il a fait en sorte que Himmler rencontre Abraham Hewitt. Qui était Abraham Hewitt? C'était le représentant spécial du président Roosevelt. Il était un des agents de l'OSS, des services secrets alliés. Et donc, qu'est-ce que Kersten va lui proposer? Il va lui offrir d'entamer des discussions entre ce diplomate américain et Himmler. Et donc, ils vont travailler ensemble pour faire avancer les choses et pour faire en sorte que Himmler puisse être celui qui serait celui qui aurait lancé, en fait, qui aurait été à l'idée de cette paix séparée. Pourquoi une paix séparée? C'est-à-dire que l'Allemagne avait toujours rêvé de faire la paix avec les États-Unis pour pouvoir ensuite s'allier avec les États-Unis et s'opposer à la Russie. Ce qui n'a pas fonctionné parce que les Américains, dans ce cas-là, ont tout à fait refusé parce que c'est allé trop loin, ils ne voulaient plus collaborer avec les Allemands, et ce qui préconisait avant tout les Américains, c'était la destruction totale de l'Allemagne. Mais Himmler se voyait très bien comme quelqu'un qui allait reprendre les rênes et finalement mettre Hitler de côté, même s'il en avait une frousse bleue. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas dit aussi clairement, aussi ouvertement, mais à un certain moment, on a vraiment le sentiment qu'Himmler pense qu'Hitler est furieusement cinglé, et que il se rend compte, parce que lui non plus n'est pas un stratège, ça n'est pas non plus un homme de terrain, mais il comprend très bien avant Hitler pourquoi ils vont perdre la campagne de Russie, tout simplement parce que rien ne suit. Il y a rien à manger, il n'y a pas d'essence pour les chars, il n'y a pas de munitions pour les fantassins, etc., etc. Donc ça, c'est un des aspects de la question. Ce que je voudrais simplement rajouter, c'est que avant de vouloir faire la paix avec éventuellement une paix séparée avec les États-Unis, ils ont rêvé aussi, les nazis ont rêvé d'une paix séparée avec l'Angleterre, ce qui rend compte, en tout cas pour partie, du voyage surprise de Hesse en Grande-Bretagne, mais
qui est en grande partie une décision strictement personnelle. Il n'est pas mandaté par Hitler pour faire cela, mais il va néanmoins en Grande-Bretagne et mais il va se heurter à l'intransigeance absolue de Churchill. Oui. Alors, Kersten va jouer de plus en plus gros parce qu'il va demander une première libération de Juifs en masse après qu'il ait à nouveau guéri Himmler de ces maux qui sont à la fois, sans doute selon Kersten, des troubles également psychologiques par rapport à ce qu'il est obligé de faire. Donc il insiste sans le dire que finalement, en libérant des Juifs, eh bien, à la fin de la guerre, peut-être que Himmler ne sera pas totalement vu comme le bourreau absolu des Juifs. Et donc il joue là-dessus et ça va marcher. Il y aura 2 convois de 3000 Juifs qui seront dirigés vers la frontière suisse et non vers la mort. Et c'est comme ça que petit à petit, Kersten devient ce passeur vers, par exemple, la Suède aussi, un pays neutre dans lequel la Croix-Rouge joue un rôle important et va jouer un rôle important parce que les nazis ont toujours maintenu une relation proche avec la Croix-Rouge afin que ceux-ci témoignent des camps de travail. Des bonnes conditions de vie dans les camps de travail. Dans les camps de travail. Alors, Kersten, finalement, pour que Himmler sauve sa peau, il lui dit que c'est dans son intérêt de donner des gages de clémence aux Russes et aux Alliés qui se rapprochent de l'Allemagne. Et donc, on voit vraiment un Himmler qui prend conscience de la perte de l'Allemagne. Oui, non, Himmler comprend assez rapidement que l'Allemagne a perdu la guerre avec la défaite dans la campagne de Russie, ça c'est une chose, mais en même temps, Himmler est terriblement vaniteux et Kersten va jouer tout le temps sur la vanité de Himmler. Il va lui dire mais il faut les libérer parce que vous rentrerez dans l'histoire comme le libérateur, etc., etc. Ça va aller très loin parce que Himmler reçoit l'ordre d'Hitler de faire sauter les camps de concentration et les camps de la mort. Il n'exécutera pas l'ordre. Oui, mais il n'exécutera pas l'ordre, Himmler, parce que, et c'est là-dessus que je voulais surtout montrer au fait le génie de Kersten, c'est justement cette rencontre entre Mazur, qui est le représentant du Congrès national juif, et c'est carrément en 1945, et Himmler, pour justement arriver à un contrat, je dirais, qu'ils vont tous les deux signer, et dans lequel Himmler va faire plusieurs concessions. Donc c'est un contrat un contrat pour l'humanité rédigé par Kersten et qui promet justement plusieurs choses. D'abord, Himmler s'engage à faire hisser le drapeau blanc à l'arrivée des troupes alliées et russes devant le camp de la mort. Deuxièmement, comme le dit Yves, ne pas faire exploser les camps de concentration et les prisonniers qui y restaient. Et troisième feu vert, c'était justement, il y a eu énormément de bus blancs qui ont été repeints aux couleurs de la Croix-Rouge et qui ont évacué des milliers de prisonniers qui étaient encore sous contrôle allemand. La conséquence directe a été qu'un millier de femmes juives ont été libérées de Ravensbrück et du nord de l'Allemagne, 7000 femmes juives des camps du nord de l'Allemagne ont été sauvées. Et comme Kersten n'avait pas le moyen de les sortir, c'est grâce à Himmler et ses rapports avec la Croix-Rouge qu'il a pu utiliser ces camions et les amener justement quelque part en Suède. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fantastique parce que je pense qu'en 1945, Himmler ne devait plus voir tellement de juifs et il rencontre quand même le représentant du Congrès juif mondial, oui. Mais c'est-à-dire que il sait que la guerre est perdue. Il sait que la guerre est perdue et à partir d'un certain moment, les choses qu'il va faire, c'est les bus de la Croix-Rouge, etc., c'est aussi pour essayer de sauver sa propre peau. Ça n'est pas que de l'humanisme, hein. Il ne faut pas se tromper. Tu parles par rapport à Kersten ou par rapport à Himmler? Par rapport à Himmler. Oui, mais Himmler n'a jamais fait quelque chose par rapport gratuitement. Ça, c'est rien du tout. Ce sont toujours des échanges
mais les échanges que au fil du temps, Kersen va lui imposer, sont de plus en plus importants. Une séance de soins contre 10 personnes au début, ou une personne au début, et puis une séance de soins pour des centaines de gens beaucoup plus tard, dans les années qui suivent et pendant la guerre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai appris beaucoup de choses dedans. Je ne savais pas que le Troisième Reich était un tel panier de crabes. Ouais, c'est si complotiste. C'était quelque chose d'absolument inouï. Enfin, on se dit, ça n'est pas possible. Ils jouent tous les uns contre les autres. Il y a certaines âmes damnées, en particulier Bormann, Ribbentrop, Heydrich, bien sûr. Tout ça, ce sont tous des personnages qui intriguent dans l'ombre, qui vont essayer. Il y a même évoqué l'hypothèse d'un renversement d'Hitler et de la prise de pouvoir. Et dans ce cas-là, s'il renversait Hitler et que quelqu'un devait prendre le pouvoir, ce serait Himmler, justement, puisqu'il est le numéro 3 du régime. Donc, il y a cet aspect-là du livre, moi, qui m'a énormément intéressé, qui m'a appris beaucoup. Et puis, il y a un élément qui me touche beaucoup, c'est que ce monsieur, que tout le monde a oublié, qui, par-dessus le marché, au moment des bus de la Croix-Rouge avec la Suède, va se faire littéralement voler son opération. Par le vice-président de la Croix-Rouge et membre de la famille royale. Qui est le comte Bernadotte. Ouais. Et le comte Bernadotte va faire comme si Kersen n'avait absolument pas existé. Comme s'il il ne le cite jamais, il n'en parle jamais. Et non seulement cela, mais quand il voit Kersen, il le menace en lui disant si vous dites que, etc., etc. Et finalement, on lui rendra tout de même justice, au point que le Congrès juif dira de Bernadotte que, dans le meilleur des cas, il était un porteur de valises de Kersen. Il y a aussi une raison que j'ai lue aujourd'hui par hasard en regardant un peu sur le net, c'est-à-dire que après la guerre, comme Kersten traînait avec nombreux nazis, puisqu'il était le témoin privilégié de ce qui se passait dans les hautes sphères allemandes, il voyageait même dans le train privé de Himmler, qui était vraiment un véritable QG, un train de luxe où se passaient les réunions, etc., quand ils sont partis en Russie. Kersten a dû accompagner à ce moment-là Himmler. Il en est presque devenu son otage. Mais donc, il a tout noté. Il en est l'otage. Oui, il a tout noté, ce qui a permis après, grâce à ses témoignages, aux noms qu'il a mis dans ses petits carnets, etc., on a pu reconstituer tout. Alors, après la guerre, donc, la Suède a tourné sa veste et elle a accusé Kersten d'être un agent secret pour l'Allemagne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé surtout, c'est qu'après la guerre, le gouvernement suédois a pris conscience que son pays avait été souvent auxiliaire du nazisme et donc n'a plus eu envie qu'on vienne se pencher sur son pays. Et quand les exploits de Bernadotte ont été publiés, les Suédois... les supposés exploits. Bernadotte a fait quelque chose, mais il a fait beaucoup moins que ce qu'il a dit ou prétendu. Les Suédois avaient scellé une sorte de pacte de silence, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de boucler le dossier sur le pays sans attirer l'attention sur des témoins différents. Donc il fallait absolument... ce pacte de silence, appelé le Folken, c'est un pacte qui était fondé sur l'unité et l'homogénéité. On ne parle plus de cela dans la nouvelle société qui est devenue la Suède. Et donc, on ne voulait plus parler de l'Holocauste, du problème juif. Et donc, Kersten n'y avait plus sa place. Et c'est pour ça que pendant tout un moment, plus personne n'a parlé de Kersten et que l'histoire, comme le dit Yves, de Bernadotte est passée si facilement et Kersten est passé à la trappe. Alors, ce que Kersten va faire, c'est qu'il va chercher le contact via l'ambassadeur de Suède, à prendre contact avec la reine de Hollande, qui, elle, via son ambassadeur, va réhabiliter Kersten et va même dire qu'à chaque fois que Kersten est attaqué, c'est comme si on attaque sa propre personne. Et donc, la
la Hollande va finir par le décorer de sa plus haute distinction. Et donc, comme le dit Yves, il y aura une commission qui sera créée. Pardon, juste un mot. Il est décoré par la Hollande parce qu'il a reçu l'ordre d'Hitler de faire sauter la haie, et il refuse de faire sauter la haie. Il a reçu l'ordre de faire sauter les digues, et il refuse de faire sauter... Himmler a refusé grâce à Kersten. Himmler refuse parce que Kersten le dissuade et de faire sauter la haie et de faire sauter les digues. Donc il a quand même un rôle excessivement important. Alors Kersten meurt en 1960, ironie, il devait recevoir ce jour-là la Légion d'honneur de Gaulle pour acte de bravoure. Et il ne l'a jamais reçu puisqu'il est mort en chemin. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'a jamais reçu le titre de juste parmi les justes. Alors aujourd'hui, avec moi, le livre de Kersaudy ne m'a pas plu autant que Yves parce que c'est plus pour moi un document fait de notes et un document historique, un témoignage historique qui est magnifique, bien sûr, mais j'ai moins accroché. Mais par contre, voilà, j'ai découvert l'histoire de Kersten que je ne connaissais pas bien du tout. Donc, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de lire le livre ou de vous pencher dessus. Je pense qu'il faut lire ce livre. Moi, j'en avais entendu parler, je n'avais pas lu le livre de Kessel, mais j'avais entendu parler de Kersten parce que, justement à cause du livre de Kessel, je pense que cet homme qui a sauvé des dizaines et des dizaines de milliers de gens, toutes nationalités confondues, qui a sauvé au minimum 60 000 juifs, méritait bien plus que d'autres de recevoir le titre de juste. Il ne l'a pas eu, il l'a fait au péril de sa vie, en y engloutissant sa propre fortune, parce qu'il y a tout le passage de sa vie en Suède à la fin de la guerre, où il a du mal à nourrir sa famille. Je trouve que il faut lire ça, il faut rendre hommage à un homme qui a eu un courage absolument extraordinaire et qui avait des valeurs et qui a tenu à ces valeurs à un moment où justement elles étaient bafouées de jour après jour. Merci beaucoup Yves. Alors je voudrais juste rajouter un mot. Je vous remercie, et je remercie ceux qui nous ont écoutés depuis que nous faisons cette émission. Je vais être absent pendant un moment. Vous retrouverez Anouk, mais sans moi. J'espère moi vous retrouver au mois de septembre. Merci beaucoup. Je rappelle le livre. C'est la liste de Kersten injuste parmi les démons. François Kersaudy. C'est publié chez Fayard et on vous le conseille. Vivement, très vivement. Bonne soirée. Bonne soirée à nous. Et bonne soirée à vous. À bientôt. Au revoir.